Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. Pour ma part, je vais bien. C'est pour moi un grand honneur de me tenir derrière cette caméra allumée pour tourner une vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Saskia Kanyinda, étudiante en deuxième année de licence, phasée ou économie pour ceux qui veulent, au sein de l'Université protestante au Congo, UPC en sigle. Nous allons au travers de cette vidéo parler de la théorie de la contingence, de la gestion des ressources humaines selon Nizet et Pichholz. Commençons par définir les concepts de base, les termes clés de notre travail. Nous allons débuter avec la définition, par ce qu'on entend par gestion des ressources humaines. Jadis, l'on parlait de la gestion du personnel. La gestion des ressources humaines, GRH en sigle, fait référence aux pratiques déployées pour administrer, mobiliser et développer le capital humain impliqué dans l'activité de l'entreprise. Il existe 5 modèles de la gestion des ressources humaines, comme l'a dit, énoncé par Mintzberg, et qui a été développé, et ces 5 modèles ont été développés, devrais-je dire, systématisés par Nizet et Pichholz en 1995. Le principe de base, ce qui distingue ces 5 modèles de la gestion des ressources humaines, repose sur le type de critères, les caractéristiques, le modèle utilisé pour gérer la composante humaine, le personnel de l'entreprise, de l'organisme, de la firme, de l'entité. Vous pouvez y mettre le synonyme que vous voulez. Voilà. Alors, parlons de ces 5 modèles de gestion des ressources humaines ou de ces 5 types de gestion des ressources humaines. Nous n'allons pas aller dans les profondeurs de ces types, nous allons les survoler. Alors nous avons pour les citer l'arbitraire, le modèle arbitraire, c'est-à-dire le modèle implicite, le modèle objectivant, le modèle individualisant et enfin le modèle conventionnaliste. Touchons à ce qui concerne la théorie de la contingence. La théorie de la contingence a été précédée par la théorie du on-best way, du modèle taylorien. Celle-ci détermine scientifiquement le modèle, la meilleure façon de procéder pour produire. La meilleure méthode devient alors très vite la seule acceptable. Cette théorie du on-best way a pour père l'ingénieur américain Frederick Winslow Taylor. C'est au cours des années 1880 que l'ingénieur systématise sa méthode et la divulgue dans un ouvrage intitulé « Les principes du management scientifique ». Alors le titre du livre, le titre de l'ouvrage est en anglais, mais il y a aussi un adage chez nous au Congo qui dit « Soso amelaka oekoki na mungongo nae » pour dire que nous allons prendre ce que nous pouvons faire, nous allons dire ce que nous pouvons dire par peur de finir étouffés. Voilà. Bref, le on-best way vise à déterminer la meilleure façon de faire, ce qui conduit à un travail bien prescrit. On te dit ce qu'il faut faire, ou on te dit quand le faire, on te dit comment le faire. Nous connaissons cette histoire qui l'illustre très bien, dans laquelle il y avait un jeune Hollandais qui travaillait dans une industrie. Et un monsieur est venu lui demander s'il avait besoin de travail. Et le jeune Hollandais, un travail enfin qui allait le rémunérer plus que celui qu'il faisait, de quelques centimes. Et ce jeune Hollandais a accepté. Et il a dit, ok, demain, quelqu'un viendra te dire comment, quoi, pourquoi faire. Comment, quoi et quand le faire. Et le lendemain, l'histoire raconte clairement que le chef disait au jeune Hollandais, maintenant assieds-toi et repose-toi, maintenant lève-toi, maintenant va charger les wagons, etc., etc. Ce qui illustre bien ce principe. Voilà. Et l'ingénieur Taylor Winslow Frederick dit, cet ingénieur dit dans l'organisation, dans la dimension verticale au sujet du travail organisationnel, les ingénieurs pensent le travail, les ouvriers l'exécutent tel que reçu, sans ajouter ou retrancher quoi que ce soit. La dite théorie a reçu une panoplie de critiques sur son fonctionnement,
se faisant ainsi taxer d'utopie à cause de sa vision perfectionniste, d'où l'avènement de la contingence. Celle-ci vient s'opposer au On Best Way, qui était considéré comme méthode universelle, la seule pour résoudre les problèmes d'organisation. La contingence ramène au fait que l'on pourrait adopter des méthodes différentes pour résoudre les problèmes organisationnels en fonction de la taille de l'entreprise, de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue, de la conjoncture. Parce qu'il n'y a pas de structure d'organisation idéale, mais autant de best way que de contextes différents. Nous avons plusieurs contributions autour du sujet. Certains auteurs ont privilégié des facteurs de contingence interne et d'autres des facteurs de contingence externe. Picholt et Nizet en parlent aussi. Dans les facteurs internes, ils évoquent la technologie, la taille de l'entreprise, la stratégie. Ils reconnaissent l'impact, l'influence que peut avoir ces trois facteurs au niveau interne sur la vie de l'entreprise. Que disent-ils de la technologie? Ils disent ce qui suit. La technologie est l'ensemble du processus productif et la technologie peut imposer un certain mode de division du travail. Elle impose un certain mode de division du travail. La taille de l'entreprise, que disent-ils à ce sujet? Plus l'entreprise est grande, plus le besoin de décentralisation se fait entendre pour une meilleure façon de fonctionner. Et enfin, pour finir avec les facteurs internes, ils évoquent la stratégie comme étant un facteur interne pouvant influer, pouvant déteindre sur la vie de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. Et là, Alfred Chandler prend la parole et note que des changements de stratégie obligent l'entreprise à modifier sa structure de manière brève. Et nos deux auteurs, Picholt et Nizet, ne se limitent pas aux facteurs internes, mais vont toucher d'autres facteurs qui sont les facteurs externes. Ils disent que cela aussi peut déteindre sur la vie de l'entreprise. Et parmi les facteurs, et pour ce qui est des facteurs externes, ils évoquent l'environnement. Parce que l'environnement est vaste, l'environnement a plusieurs aspects. L'environnement a une force déployée, une force vraiment étendue sur la vie de l'entreprise. Alors, nous avons essayé de lire aussi Lawrence et Lorsch qui ont participé de manière très active, de manière très présente dans la gestion des ressources humaines, dans la théorie de la contingence. Ces deux-là, c'est-à-dire Lawrence et Lorsch, qui sont des sociologues de l'organisation, disent que la structure est dépendante à l'environnement. Peut-être incertain ou complexe même peut-être cet environnement. Ils ajoutent que l'entreprise opte pour la structure qui correspond à son environnement. L'environnement peut être porteur d'opportunités et de contraintes. Nous le voyons. Et Byrne et Stelker, toujours dans le cadre d'approfondir nos recherches sur le sujet, marchent de pair, partagent l'avis de Nizet et Picholt en disant que l'environnement est le lieu de vie de l'entreprise. Et ce lieu peut être stable ou instable. Et lorsque nous disons que l'environnement est stable, nous faisons allusion alors à un environnement dans lequel la structure est mécanique. C'est-à-dire quand l'environnement est stable, il n'y a pas de grands changements, il n'y a pas de grandes variations, il n'y a pas besoin de grandes variations. Alors l'organisation, la firme, l'entité travaille, peut se développer, peut avancer de manière mécanique. C'est-à-dire le pouvoir peut rester centralisé, il n'y a pas besoin de changer de manière permanente et tout ça. Et lorsque nous évoquons le fait que l'environnement peut être instable, alors, de manière brève, pour clore ce que nous avons lu de nos auteurs, c'est-à-dire Nizet et Picholt, quand on voit un environnement instable, nous voyons un environnement dans lequel les conditions ne sont pas constantes. La situation est de manière continue. Voilà, la situation varie et modifiée de manière continuelle. Et dans ce cadre-là, la structure
évolue de manière organique. Elle est organique, c'est-à-dire le pouvoir est décentralisé. Le pouvoir peut changer d'une minute à une autre, les décisions peuvent se prendre de manière décentralisée, etc. etc. Voilà ce que nous avions prévu, voilà notre petit résumé de ce que nous avons lu sur la participation, sur la contingence de la ressource, des gestions des ressources humaines selon Lisette et Pichette. Merci.